Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est à Bruxelles, c'est vraiment au premier congrès de la diaspora congolaise. Nous avons l'honneur d'avoir pour vous, pour nous tous, Dr Noël Tchani, candidat à l'élection présidentielle RD Congo, un candidat crédible. Il travaille à la Banque mondiale. Il était à Kinshasa, il est à Bruxelles. Il va rentrer aux États-Unis. On en profite juste après son speech, un speech de haut niveau. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler avec lui. Bonjour, docteur Noël Tchani. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte très bien, merci, sauf que le Congo se porte très mal. Vous revenez de Kinshasa, comment ça s'est passé là-bas? J'ai été à Kinshasa pendant 2 semaines. Mon séjour était excellent. J'ai eu l'occasion de palper du doigt les réalités congolaises que nous connaissons déjà, mais ça fait toujours donc du bien donc, de se retrouver au milieu de nos compatriotes. J'ai animé une conférence donc, à la Maison de France à l'attention de nos compatriotes pour leur présenter le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC. Il y avait une forte participation et un grand intérêt de la part donc, de nos compatriotes de savoir plus à propos de cette vision de développement. Donc je suis particulièrement heureux que ça soit bien passé. Et au-delà de ça, j'ai dû accorder donc, des interviews dans des journaux, à la télévision. J'ai été invité pratiquement en moyenne chaque jour dans une ou deux télévisions différentes. Donc le séjour était excellent. On voit très actif d'abord aux États-Unis. Vous étiez à Paris avant d'aller à Kinshasa. Et à Kinshasa, beaucoup de conférences. Les choses bougent pour vous. Êtes-vous convaincu qu'il y aura élection cette année? Bon, on ne doit pas être dupe. Il est très clair que l'accord de la CENCO prévoit l'organisation ou la tenue des élections présidentielles législatives avant la fin de cette année pour qu'il y ait alternance démocratique au sommet de l'État au plus tard le 31 décembre 2017. Mais à ce stade, rien n'indique que la CENI est pressée pour pouvoir tenir les élections donc, dans ces délais-là. Donc ce que nous disons encore une fois de plus, c'est d'inviter les autorités responsables donc, de la CENI à pouvoir prendre conscience du danger qu'il y a à ne pas respecter l'accord de la CENCO pour que nous puissions réaliser cette alternance démocratique dans les délais qui sont convenus. Et si cela n'est pas le cas, vous allez voir ce qui va arriver. Je pense qu'on va se retrouver donc dans une situation où le peuple sera obligé de recourir donc à l'article 64 de la Constitution. Et si on doit pouvoir organiser une transition, ce sera une transition sans les responsables du blocage politique actuel qui inclut le président Kabila, mais également tous ceux qui travaillent donc dans son camp. Justement, élection, transition, ça Kabila, l'idée fait son bonhomme de chemin. Même ici en Europe, bon, déjà, on a vu l'UDPS se déclarer aux États-Unis d'Amérique qu'eux, ils sont maintenant pour qu'il y ait élection le premier semestre 2018. Élection sans Kabila, mais 2018. D'autres disent que élection sans Kabila, on a vu même, il y a beaucoup de... Mais vous-même, Noël Tchani, quelle est votre position, bien que vous venez de le dire, que transition sans Kabila? Comment vous voyez les choses par rapport aux autres? Oui, c'est comme je l'ai dit, mon souhait, c'est que les élections aient lieu au plus tard en décembre 2017, parce que c'est ça qui est prévu dans le cadre de l'accord de la CENCO. Mais si on nous met devant un fait accompli, parce que nous pouvons souhaiter, mais ce n'est pas nous qui organisons les élections, c'est la CENCO, pas la CENCO, c'est la CENI qui va organiser donc les élections. Si la CENI n'organise pas donc les élections dans les délais qui sont convenus, notre souhait c'est que cela puisse se passer le plus rapidement possible. S'il y a des raisons techniques qui font qu'on ne peut pas donc réaliser donc, ce que nous souhaitons, eh bien, nous voudrions que les élections se tiennent le plus rapidement possible. En tout cas, j'ai entendu ces dates-là du premier trimestre de l'année 2018. Mais si cela est le cas, il nous faudra bien qu'on soit réaliste, qu'on ne puisse pas aller dans ces élections dans cette période transitoire avec les responsables du blocage politique actuel. C'est là que nous faisons encore donc appel à tout le monde pour que nous puissions tenir ces délais ou cette transition, mais sans le président Kabila et ceux qui travaillent avec lui et qui ont bloqué la machine électorale jusqu'à présent.
On a vu beaucoup de personnes se déplacer ici juste pour vous parce que j'ai eu des amis que je pourrais même citer. On me disait Noël Tchani à Bruxelles, il sera au Congrès, nous serons là, Noël Tchani. Votre sentiment au Congrès et quel message avez-vous donné aux Congolais de la diaspora réunis en ces lieux? Des vidéos vont faire le tour du monde avec la magie de la communication. Aujourd'hui, ça va faire le tour du monde. Quel a été votre message? Mon message est clair et simple aussi. Je pense que la diaspora congolaise a un rôle à jouer dans le développement économique et social de notre pays. Beaucoup de personnes, vous savez, nous avons à peu près 8 millions de Congolais qui sont dans la diaspora. Ces 8 millions de Congolais donc, représentent toutes les couches sociales de notre population. Il y en a qui sont venus ici pour des raisons d'études, il y en a qui sont des professionnels de haut niveau qui travaillent dans des industries, dans l'enseignement, dans pratiquement tous les domaines donc, de la vie. Il y a des médecins, des architectes, des ingénieurs, ainsi de suite. Donc je pense que la diaspora congolaise contient, c'est un réservoir donc, des ressources humaines donc, de qualité. Mon message à moi, c'est que pour mettre en œuvre la vision de développement que je propose pour la République démocratique du Congo, on aura besoin de ces ressources humaines de qualité qui sont réparties dans tous les secteurs. Et on aura besoin de pouvoir attirer les éléments de cette diaspora pour qu'ils puissent revenir au Congo au moment opportun, se mélanger avec les Congolais de l'intérieur pour qu'ensemble on puisse relever le défi donc, de développement. Donc mon message à moi, c'est de dire à tout un chacun de nous, ceux qui ont de l'expérience professionnelle, de se préparer parce que il arrivera donc un moment où on va faire appel donc à eux pour qu'ils puissent donc revenir au pays et participer au développement économique et social de notre pays. Pour terminer, on a vu Mme Nour ici tenir des propos, dire que pour elle, c'est impossible que l'Afrique puisse se développer à l'état actuel parce que avec la mondialisation, la guerre, c'est la Chine et les autres. Elle a donné l'exemple de l'Égypte qui était un pays vraiment émergent avec des entreprises. Aujourd'hui, l'Égypte est par terre. Elle vous a écouté, elle dit que vous parlez de très bonnes choses, mais pour elle, c'est beaucoup plus dans les idées. C'est difficile que votre projet puisse être matérialisé vu l'Occident fait pression sur l'Afrique. J'aimerais bien écouter vous-même votre réaction par rapport à cela. Je ne connaissais pas Mme Nour jusqu'à ce matin. Je l'ai rencontrée aujourd'hui et je l'ai entendu parler. Je pense qu'elle est très pessimiste à l'égard donc de l'Afrique et moi je suis optimiste. Et c'est là que nous avons une divergence de point de vue. Je pense que le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo viendra pas du monde extérieur, mais de la mobilisation des Congolais de l'intérieur et de la diaspora, qui doivent partager une certaine vision de développement telle que celle que je propose aujourd'hui. Si nous nous mobilisons, moi je suis convaincu que la République démocratique du Congo est promise à un bel avenir. Mais pour cela, nous devons faire les choses correctement. Ces choses-là, ça se résume par exemple à travers les différents piliers du plan Marshall que je propose, qui appellent d'abord à la sécurisation de l'environnement congolais, c'est-à-dire donc la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité, à la mise en place d'institutions démocratiques donc crédibles, d'un État de droit, des institutions de l'État, d'une administration publique fonctionnelle. Nous appelons aussi à la mise en place des mécanismes de bonne gouvernance pour que les ressources publiques soient captées dans le budget national et que ce budget national serve d'instrument de gestion moderne donc, de notre pays en allouant les ressources aux secteurs qui sont considérés comme étant prioritaires. Nous devons investir donc dans les ressources humaines, c'est-à-dire donc dans la jeunesse congolaise, dans l'homme et dans la femme congolais pour qu'ils deviennent tous des instruments importants, des ingrédients importants pour pouvoir soutenir donc, le développement donc, du pays en donnant leur expertise dans des domaines donc, différents. Nous devrons aussi pour cela mettre en place un bon environnement propice au secteur privé. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait qu'il y ait une certaine complémentarité entre le privé, mais également et avec l'État, bien sûr, que nous aurons un État catalyseur qui fait des choses, notamment la mise en place, par exemple, des infrastructures donc de base, la mise en place donc d'un environnement propice au secteur privé, l'adoption des politiques économiques, monétaires et fiscales qui soient crédibles et qui soient transparentes. Donc ces choses-là reviennent des prérogatives de l'État, le maintien de la paix, de la sécurité, notamment à travers donc une armée républicaine, une police républicaine, mais également des services de renseignement au service donc du pays plutôt que des services qui sont là-bas pour pouvoir mater les Congolais, opprimer les Congolais, ainsi de suite. Nous devons mettre en place un grand programme de réforme de notre secteur financier, c'est-à-dire réformer la Banque centrale pour qu'elle devienne une véritable autorité
monétaires, qui conduisent une politique monétaire crédible, qui donnent au peuple congolais une monnaie nationale crédible qui conserve de la valeur et non pas donc une monnaie qui est aujourd'hui dépassée littéralement par le dollar américain sur notre propre territoire. Nous devons mettre en place un environnement du secteur financier diversifié, c'est-à-dire qu'on ait des banques commerciales, des banques d'investissement, des banques d'affaires, une institution d'assurance des dépôts bancaires, qu'on ait une bourse des valeurs mobilières pour que le peuple congolais puisse avoir des services financiers, mais également des produits financiers de qualité à même de répondre aux besoins, non pas simplement des individus, mais de l'État ou aussi du développement du secteur privé. Donc tout cela, ça va faire partie donc des réformes du secteur financier. Mais au-delà de ça, nous envisageons un grand programme de développement des infrastructures de base, c'est-à-dire la construction des routes et des autoroutes intégratrices, la construction des chemins de fer, la construction des écoles publiques, la construction des universités publiques, la construction des hôpitaux, la réhabilitation du secteur de l'éducation, de la santé tel que nous l'avons aujourd'hui, la construction des aéroports modernes, des ports modernes, des parcs nationaux. Donc des grands travaux d'infrastructure, la mise en place des réseaux d'eau et d'électricité, des services de télécommunications qui couvrent tous les pays. Donc ces choses-là seront des grands travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre qui vont permettre de créer donc des emplois pour les Congolais, mais en même temps aussi de développer le Congo et de créer un marché intérieur de 87 millions de Congolais parce que les gens seront en mesure de circuler librement à l'intérieur du pays, d'aller de Boma jusqu'à Kisangani, d'aller du bas du Katanga jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine, d'aller du Kasaï à n'importe quel coin de la République. Donc nous allons créer ce marché intérieur. Mais au-delà de ça, nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire prendre les matières premières congolaises que nous avons aujourd'hui en abondance, mais que nous produisons depuis la période précoloniale et que nous exportons à l'état brut. Mais nous allons transformer ces matières premières congolaises en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du Congo en créant des emplois pour les Congolais parce que pour l'instant, nous exportons les matières premières qui sont transformées à l'extérieur. Nous transférons à l'extérieur des emplois qui pouvaient être créés pour la population congolaise. Voilà grosso modo l'essentiel donc de la vision de développement que nous avons. Alors, avec quelles ressources humaines nous allons mettre en œuvre toute cette vision de développement? C'est ça le rôle donc d'un atelier comme celui-ci. Nous allons mobiliser les Congolais de l'intérieur, mais aussi les Congolais de la diaspora qui travaillent en Occident, qui travaillent en Amérique du Nord, qui travaillent en Asie, qui ont accès à la technologie moderne, qui ont de l'expérience dans des sociétés développées. Nous allons attirer donc ces Congolais de la diaspora qui vont se mélanger avec les Congolais de l'intérieur pour constituer donc la base, le réservoir donc des ressources humaines de qualité dont nous aurons besoin pour pouvoir donc mettre en œuvre la vision de développement que je propose. Est-ce que les Américains ou les Occidentaux vont nous laisser faire? C'était un peu la question qui s'est posée ici. Est-ce qu'on va nous laisser faire, nous laisser se développer? Vous travaillez avec les Américains, vous travaillez à la Banque mondiale, vous connaissez beaucoup de choses. Bagoti Gabiso, tout se développer. C'est la question. Voilà, vous savez, moi j'ai fait le tour du monde. J'ai présenté cette vision de développement non pas simplement aux Congolais de la diaspora en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, un peu partout. Je l'ai présenté aussi aux Congolais de l'intérieur. Et je sens que le peuple congolais a soif de pouvoir se développer, a soif de pouvoir transformer son destin et d'avoir une économie vibrante, a soif de pouvoir retrouver la paix, la sécurité d'une façon durable. Maintenant, la vision, ça doit être notre vision. C'est nous qui devons assumer cette vision, qui devons nous en approprier. Une fois que nous, peuple congolais, nous nous sommes appropriés de cette vision, la mise en œuvre, nous allons pouvoir travailler aussi avec des partenaires au développement, qui incluent des institutions multilatérales, mais également des institutions bilatérales, mais également les secteurs privés. Et c'est là que le monde extérieur, c'est-à-dire les Européens, les Américains, les Asiatiques, doivent pouvoir comprendre que la mise en œuvre de cette vision va créer des opportunités, non pas simplement pour les Congolais, mais aussi pour eux. Par exemple, pour construire donc les routes et les autoroutes intégratrices, ou bien pour construire les aéroports, ou bien construire les chemins de fer en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas toute la technologie et nous n'avons pas toute l'expertise. Donc nous aurons besoin d'importer par exemple des Belges, des Américains, des Français, des Asiatiques et consorts qui vont venir se mélanger avec les Congolais. Et nous allons créer donc des opportunités, non pas simplement pour les Congolais, mais aussi pour les Occidentaux et le monde donc extérieur. En plus de cela, les matières que nous allons utiliser, les équipements que nous allons utiliser vont provenir d'où? Ils vont provenir donc de ces pays industrialisés qui vont vendre chez nous
ce qu'ils ne peuvent pas vendre aujourd'hui dans les conditions donc, de manque de vision et d'instabilité politique. Donc, la mise en œuvre de cette vision de développement va profiter à tout le monde, aux Congolais, mais également au monde occidental et aux Occidentaux. J'ai dit simplement, venez travailler avec nous parce que vous trouverez votre compte dans ce que nous voulons faire pour le peuple congolais. Merci beaucoup. C'était Noël Tchani, candidat à l'élection présidentielle, mais avec un projet, une vision à Paris. Vous l'avez bien précisé, on ne peut pas prétendre diriger le Congo sans un projet, sans une vision. On termine ici. Oui, moi je pense que prétendre diriger donc un Congo sans avoir une vision de développement, sans avoir un projet de société, c'est nous maintenir dans le statu quo actuel. Depuis 1960, malgré l'abondance de toutes les ressources naturelles, le Congo est en train de tourner en cercle. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu clairement ce qu'il fallait faire pour nous développer. Et je vous dis que le développement est possible. Sur le continent africain, il y a des pays qui font des progrès tous les jours, qui se sont développés, entre guillemets, qui ont fait des progrès par rapport à là où ils étaient il y a quelques années. J'ai mentionné pendant la présentation de ce matin les îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le produit intérieur brut par habitant était de 170 $, 170 $ comme on dit ici en Belgique. 20 ans plus tard, le produit intérieur brut a été multiplié par 26. Ils sont à 4 500 $ aujourd'hui. Si le Cap-Vert, sans beaucoup de moyens, sans beaucoup de ressources naturelles, a pu le faire, la République démocratique du Congo, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, avec une population nombreuse, nous sommes capables de pouvoir multiplier notre produit intérieur brut pendant la même période de temps par 30, 40 ou même 50. Donc moi, j'anticipe de façon conservatrice que nous pouvons augmenter le PIB par habitant de la RDC de 394 $ aujourd'hui à au moins 15 000 $ en 15 ans et créer suffisamment d'emplois pour absorber les chômeurs que nous avons aujourd'hui donc sur la rue et augmenter considérablement le niveau de vie de la population. Et vous savez comment nous allons augmenter le niveau de vie de la population? Parce que chaque personne qui trouve de l'emploi, il sort de la pauvreté. Et nous allons établir au Congo un système de salaire minimum garanti que j'ai déterminé pour l'instant égal à au moins 1 000 $ par mois pour toute personne dans le secteur privé, mais également dans le secteur public qui va travailler dans le cadre donc, de ce plan, de cette vision de développement que nous allons mettre en œuvre. Donc, grosso modo, je suis très confiant que la mise en œuvre de cette vision de développement va transformer la RDC et j'invite le peuple congolais à ne plus jamais voter des individus parce qu'ils sont beaux, à voter les individus par fanatisme, à ne pas voter des individus parce qu'ils sont originaires de telle province. J'invite le peuple congolais à analyser tous les candidats possibles et à voter ceux qui ont de véritables projets de développement qui peuvent créer de bonnes conditions et améliorer les conditions donc, de la population congolaise, développer le Congo et nous sortir donc, de la pauvreté. Merci beaucoup, Noël, docteur Noël Tchani. Merci beaucoup et d'ici là, bon retour aux États-Unis d'Amérique. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, et surtout merci de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs que je salue tous. Merci.